L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsey, vous présente Si on parlait. Allez, bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait, l'émission qui vous donne la parole chaque jour pour savoir ce qui se passe près de chez nous. Aujourd'hui, si on parlait des troupes de montagne qui sortent la grosse artillerie cette semaine, de la dernière création du metteur en scène Nasser Djemaï et de la rétro annuelle du dessinateur Clé de 12. Et pour parler de ces sujets, il est avec moi et c'est stylo également, Clé de 12. Bonjour. Bonjour et bonsoir, puisque c'est rediffusé aussi. Tout à fait, tu as bien retenu ta leçon. Dessinateur de presse, habitué de Télé Grenoble, tu as collaboré avec nous pendant de nombreuses années au début de la chaîne. Et tu continues ponctuellement. Tu étais ado, d'ailleurs. J'étais adolescent. Et on parlera de cette Bible qui sort chaque année, l'éphéméride qui collecte les meilleurs dessins de presse de Clé de 12. Mais avant toi, il y a d'autres invités sur ce plateau. Je vous les présente. Nasser Djemaï, bonsoir. Bonjour. Bonjour. Je dis les deux maintenant. Auteur, comédien et metteur en scène. Vous proposez votre dernière création cette semaine à la MC2. Et puis, dernier invité de cette émission, général Pierre-Joseph Givre. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le commandant des troupes de montagne, les fameux chasseurs alpins. Donc, le camp de base est à Grenoble. Vous êtes d'ailleurs venu à pied, j'imagine, parce qu'on est voisins entre Télé Grenoble et votre siège. Effectivement, on est venu à pied, c'est plus facile et plus écologique. Bon, l'hôtel des troupes de montagne qui se situe place de Verdun, qui est un bâtiment qui fait partie du patrimoine de notre ville. On le voit là au beau jour. C'est le QG de ces troupes de montagne. Effectivement, c'est l'hôtel de commandement et c'est aussi un lieu de réception et d'accueil de militaires, mais pas que de militaires. Lors de grands événements sur la ville, comme la descente des Alpages par exemple, on a accueilli la réception. Et on accueillera bientôt le GF38. Ah, bah très bien, ils auront le droit de découvrir l'intérieur de ce bâtiment. D'ailleurs, il est ouvert au public pendant les journées du patrimoine. Oui, effectivement. Bon, les soldats de montagne, les chasseurs alpins, ça représente combien de personnes Nous sommes 8000 au total, 6700 soldats professionnels d'active et 1300 réservistes, répartis en 6 grandes unités sur 5 départements alpins, de la Haute-Savoie au Vaucluse. Alors, je vous le disais en introduction, les soldats sont à pied d'œuvre cette semaine pour un exercice un petit peu particulier qui n'a pas lieu tout le temps. Ça se passe dans nos montagnes, à la limite entre les Alpes, les Hautes-Alpes et puis l'Isère. Et la Savoie, exactement, oui, puisque c'est l'exercice CERS, dans le massif des CERS, entre Valloire et Briançon. 1000 soldats de montagne sont déployés pendant 10 jours. Pour un exercice exceptionnel qui est unique en Europe, en haute altitude, entre 1500 mètres d'altitude et 2500 mètres d'altitude, à l'occasion duquel on déploie de l'artillerie, du génie de montagne, et des blindés, de l'infanterie et des hélicoptères de l'armée, de l'aviation légère de l'armée de terre. C'est un terrain d'entraînement grandeur nature. Quelle est la vocation de cet exercice ? En fait, la vocation de cet exercice, c'est de conduire, là, en l'occurrence, une manœuvre de type défensif en montagne, en intégrant des capacités de l'armée de terre, des troupes de montagne en particulier, ainsi que des capacités interarmées, puisqu'on aura un avion Atlantique 2 de renseignement et puis des avions Rafale également qui participeront. On le voit sur ces images, l'artillerie est bien présente. On tire à balles réelles sur un exercice comme ça paraît étonnant ? Oui, c'est absolument étonnant et aussi unique, puisque nous évoluons sur ce qu'on appelle le grand champ de tir des Alpes. Ce sont des terrains civils, communaux en général, voire privés, sur lesquels nous sommes autorisés, bien sûr en prenant des mesures de sécurité extrêmement draconiennes, à tirer pendant toute la période hivernale. Sachant qu'en fin de saison, évidemment, on dépollue tout le secteur pour le remettre, bien sûr, à disposition notamment des randonneurs. Ceux qui connaissent Valloire, au-dessus, on a le col du Galibier. Cette période, ça peut être un terrain aussi pour les randonneurs à ski, notamment, puisque maintenant, il y a de la neige. Comment vous faites pour être sûr qu'au moment où vous tirez un obus, il n'y a pas des civils qui sont dans le secteur ? En fait, ce qui se passe, c'est que déjà, on a informé, bien sûr, les communes. Tout ça se fait avec l'accord des collectivités locales. Donc, l'information est générale. Et puis, avant de déclencher les tirs, on a systématiquement un survol d'hélicoptère pour vérifier qu'il n'y ait pas de randonneurs dans la zone de tir. Et puis, tout autour du périmètre, nous disposons des sentinelles qui observent et puis qui stoppent d'éventuels randonneurs qui passeraient au moment où nous déclenchons les tirs.
Vous disiez c'est un exercice unique, ça vous sert aussi un peu de vitrine pour montrer le savoir-faire de l'armée française à l'étranger? Oui, exactement. C'est tellement unique qu'on est assailli de demandes d'armées étrangères qui veulent venir voir ce déploiement, parce qu'il faut quand même stationner à plus de 2000 mètres d'altitude, être capable de tirer en montagne dans des conditions climatiques, météorologiques et balistiques qui sont extrêmement particulières. Donc ça ne s'improvise pas du tout. Là, par exemple, nous avons des Canadiens qui vont être intégrés dans l'exercice, des Espagnols et des Italiens. Et puis, on a plus de 60 personnes étrangères, en particulier des attachés de défense, des pays du Golfe comme des pays alliés, américains en particulier, qui viennent observer à la fois notre manœuvre et puis également regarder les matériels français qui sont déployés à cette occasion, notamment le canon César. Bon, 1000 soldats en manœuvre pendant une grosse semaine donc sur le secteur. À ne pas conseiller pour les randonneurs, éviter d'aller au Galibier là. Non, il faut éviter. Maintenant, si les gens viennent et arrivent par Valloire, ils pourront voir le déploiement et discuter avec nos soldats. Mais effectivement, il ne faudra pas passer par le col du Galibier ou par le seuil des Rochilles, par exemple. Enfin, on aura des gens qui seront là pour informer et empêcher de passer le temps des tirs. Alors, ça peut paraître paradoxal. On a vu des images de vos troupes en train de s'entraîner dans la neige. La dernière mission réelle sur le terrain, elle était encore active il y a quelques jours. C'était au Mali. Alors là, pour le coup, pas besoin de neige, pas besoin de ski sur une mission comme celle-là. Non, mais en revanche, besoin de s'entraîner notamment à l'intégration de toutes les capacités, les feux, à l'intégration des capacités aériennes. C'est exactement ce qui s'est passé au Mali. Donc en fait, ce type d'entraînement est parfaitement transposable dans d'autres... Même dans des situations de désert, pays chauds. Oui, pays chauds, dans lesquels, au demeurant, il y a parfois du relief aussi. Oui. Donc oui, nos forces, on avait plus de 1500 soldats qui étaient au Mali, notamment du 7e bataillon de chasseurs alpins, et puis du 4e régiment de chasseurs de Gap. Et ils viennent de rentrer. En revanche, en permanence, on a quand même 40 commandos. Et donc on a toujours des commandos qui y sont. Quand on voit sur les images, on l'a voyé un canon, il y avait des canons César, et il y avait des véhicules haute mobilité également qu'on utilise donc en neige, mais également dans le désert, et qui se sont révélés particulièrement efficaces en saison des pluies. Aujourd'hui, qui peut devenir chasseur alpin? Il y a un niveau requis, notamment en ski, en pratique de la montagne, ou c'est ouvert à tout le monde? Non, il n'y a pas de niveau requis. Comme j'ai l'habitude de le dire, on ne naît pas soldat de montagne, mais on le devient. C'est un haut gradé, il n'a qu'une étoile. Tu as mal vu. Ah oui, il y en a, il y en a deux, mais c'est pas... C'est vrai qu'au ski, on peut aller jusqu'à 3 étoiles. Ouais, c'est vrai. Non, en fait, c'est vraiment accessible à tout le monde, pour peu qu'on ait un minimum de potentiel physique et la volonté d'aller sur le terrain et de vivre dans des conditions qui sont parfois difficiles, rudes, mais toujours exaltantes parce qu'on le fait collectivement et que nous, on est là pour amener tout le monde au sommet. Vous recrutez beaucoup, hein. Je crois qu'il y a à peu près 1 millier de nouveaux entrants chaque année dans les montagnes, ça paraît beaucoup. Oui, parce qu'il y a un turnover qui est important. Au bout de 5 ans, c'est un métier qui est difficile. En tout cas, nous, on cherche à ce que les gens restent un peu plus longtemps. On n'a pas de difficulté de recrutement. En revanche, on a plus de difficultés à conserver nos personnels. Alors, il y a actuellement un très grand plan d'amélioration des conditions d'hébergement, c'est important. La ministre l'a annoncé, mais nous serons les premiers bénéficiaires dans les Alpes. Et puis, on a un renouvellement de tous nos matériels. Et rajouté à ça, en plus, on a obtenu l'année dernière, ce qui est assez exceptionnel, une prime dite de technicité de haute montagne pour tous nos gens qui ont des qualifications en montagne. Donc on est assez optimiste et on espère que plus resteront. Voilà, maintenant c'est à nous de nous battre, en particulier les chefs, pour faire que ce métier soit attractif dans la durée. Oui, parce que 1000, il faut les reformer chaque année. Là, on voit des exercices qui se déroulent chez vous, à Vars, sur la caserne de Vars. Mais c'est vrai que faut former des jeunes, ça prend du temps. Oui, ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Voilà, maintenant, moi, ce que je peux dire, c'est que les soldats, en tout cas, même s'il ne reste que 5 ans, on a vraiment une très belle jeunesse. Et que nous, en opération, comme ça a été prouvé par tous ceux qui en reviennent aujourd'hui, ils sont vraiment distingués et ils ont un comportement remarquable. On parle d'un retour du service national, là, c'est dans les tuyaux. C'est une bonne chose pour vous, justement, par rapport à ces problèmes de recrutement? Non, parce que on répond pas à la même question. Sachant que nous, donc on est 8000, on recrute 1000 jeunes par an, donc ça veut dire que 1000 autres retournent à la vie civile. On est déjà dans une dynamique de socialisation. Surtout qu'on recrute des gens qui ont à la fois des diplômes, des gens qui ne sont pas diplômés. Donc c'est pas
Voilà, moi, pour moi, c'est une considération d'ordre politique et ça doit être l'enjeu d'un débat national. On n'est pas sur les mêmes enjeux. Nous, on est là pour fournir de la sécurité, notamment à l'extérieur. Donc voilà, le service national universel, comme moi, ce que j'en ai entendu de la part notamment du président, c'est plutôt de socialiser ou d'éduquer, de poursuivre l'éducation d'une partie de la jeunesse, probablement aussi sur question de défense, mais pas que dans ce domaine. Renforcer la cohésion nationale, pour moi, c'est un autre sujet. Un mot sur l'innovation. À Grenoble, il y a beaucoup de start-up, beaucoup de laboratoires, et vous n'êtes pas indifférent à ce territoire qui peut trouver des partenariats avec l'armée. Non, alors nous, on n'est pas indifférents. Et puis j'observe que également les grandes institutions ainsi que les entreprises ne sont pas indifférentes à nous. Donc ce qui fait que nous, on a eu l'idée collectivement de réunir à la fois la recherche, les usagers que nous sommes, ce sont les professionnels de la montagne, 8000 à plein temps, et puis les entreprises, puisqu'il y a de très grandes entreprises ici dans le bassin grenoblois, et des entreprises avec lesquelles on travaille, notamment par exemple Rossignol ou Petzol, pour ne citer qu'elles. Et donc on a convenu avec le CEA Tech d'une part, et puis avec l'Université de Grenoble-Alpes, de signer ensemble un partenariat sur l'innovation. Et nous, au sein des troupes de montagne, ceux qui travailleront plus particulièrement sur ce sujet, et qui déjà travaillent avec le CEA Tech et avec l'université, sont nos commandos montagne, le groupe militaire de haute montagne qui a participé au festival récemment, c'est ça. Rencontre Ciné-Montagne la semaine dernière à Grenoble. Et l'école militaire de haute montagne à Chamonix qui a tous les experts de la haute montagne. Ils testeront notamment des matériels en situation un peu extrême. C'est ça. Pour parler de cette ouverture vers la société civile, elle se fait également à travers un événement qui jusqu'à maintenant était réservé aux militaires. On en voit quelques images de l'édition 2019. C'était à Champs-Rousse, un événement qui tourne autour du ski de randonnée. Là, ça s'appelle la patrouille alpine. Et à partir de l'hiver 2020, les militaires concourront avec les civils. C'est ça, en fait. Donc ça, c'était une épreuve qui était vraiment très très spécifique aux troupes de montagne. C'est du ski alpinisme, passage dans des équipements de passage, et comme on voit ici, et puis du tir avec les armes de guerre. Pour nous, on pense que notre ADN, c'est d'abord le collectif, et donc on va proposer, c'est ce qui va se passer, parce que ce sera organisé le 11 avril prochain, une épreuve qu'on va ouvrir aux civils par équipe de 3. Il y aura une épreuve courte et une épreuve longue, parce qu'on veut que ça soit ouvert au plus grand nombre. Dans cette épreuve, il y aura montée, descente hors piste, à 3 toujours groupés, et puis du tir à la carabine de biathlon. Ouais, tout ça donnera un résultat instantané. Je pense que ça va marcher. Esprit de corps et bois, je pense que oui, il y a un public à Grenoble pour tenter ce genre de Mais ce qui est important, c'est qu'on veut vraiment que ça soit accessible à tous. Moi, j'ai un leitmotiv dans cette brigade, c'est l'élite pour tous. C'est ce qu'on veut ouvrir à tout le monde, aux familles comme aux étudiants à Champs-Rousse. Et donc ça se fera, le point particulier, ça se fait, on co-organise avec la station de Champs-Rousse et avec Rossignol Dynastar. Dernière actu, plus proche, puisque c'est cette semaine, jeudi, la remise du prix du soldat de montagne. En quoi ça consiste, ce prix ? En fait, ce prix, c'est une autre dimension encore des troupes de montagne. C'est la dimension plus culturelle et artistique. C'est un prix qui est remis à des gens, des personnalités ou des anonymes, ou des gens moins connus en tout cas, qui contribuent au rayonnement des troupes de montagne. Et le point particulier, c'est que jeudi, on aura l'honneur de remettre ce prix à Sylvain Tesson, qui est un ami de très longue date des soldats de montagne et qui, en particulier en 2009, est venu avec nous en Afghanistan accompagner le 27e bataillon de chasseurs alpins, et puis qui a encore récemment a fait un reportage en immersion auprès de nos commandos au Mali. Il sera à Grenoble, donc jeudi, au musée de Grenoble. Il dédicacera d'ailleurs son dernier livre, La Panthère des Neiges, qui a été reconnu par ses pairs, puisqu'il a obtenu le prix Renaudot il y a quelques jours. Sylvain Tesson, donc qui viendra fêter les troupes de montagne ce jeudi soir. C'est ça, ce sera un beau moment. Et la thématique qu'on a choisie cette année, c'est l'Afghanistan, puisque ça fait 10 ans que les troupes de montagne ont été engagées en Afghanistan, en Kapisa en particulier. Et tout ça en rebond avec l'exposition qui court encore au musée des troupes de montagne sur également les 10 ans d'engagement en Afghanistan. Au sommet de la Bastille, voilà. Moi, j'avais une question pour le général. Une opération comme ça, une manœuvre comme ça se prépare en combien de temps ? Il faut 6 mois.
minimum. 6 mois. 6 mois. J'aurais dit plus longtemps. Moi. Ouais, d'accord. Il faut 6 mois parce qu'on connaît notamment tout ce qui sont les règles de sécurité et les règles techniques. On connaît quand même le terrain. Après, en fait, ce qu'on change chaque année, c'est la nature des unités qui sont engagées, D'accord. parfois les types de matériel, et puis surtout on appelle ça le concept of maneuver en anglais, le concept de la manœuvre. Et nous, on essaye de le faire coller le plus près de la réalité. Et là, on fait le choix d'une manœuvre défensive parce qu'on a plusieurs pays partenaires qui pourraient être concernés par ce type d'enjeu et ce type de défense. On leur montre quelque chose de le plus réaliste de ce qui pourrait se dérouler dans leur configuration ou dans la nôtre sur certains tas d'opérations. Nasser, pour vous aussi, c'est les grandes manœuvres, on va dire, cette semaine. Je ne sais pas si vous grandes avez mis 6 mois à préparer votre dernier spectacle. Un petit peu plus, j'imagine. Auteur, metteur en scène, comédien. Votre nouvelle création est à voir cette semaine à la MC2. Un petit mot d'abord sur votre parcours. La MC2, c'est une maison que vous connaissez bien. Pour faire une petite analogie avec le football, vous jouez à domicile, là. Oui, je joue un petit peu à domicile, mais c'est vrai que d'abord, je suis né à Grenoble. Après, j'ai fait ma formation d'acteur. Alors, j'ai commencé ici dans les troupes amateurs. Ensuite, j'ai fait ma formation professionnelle à l'école de Saint-Étienne, à l'école de la Comédie de Saint-Étienne. Et puis, j'ai poursuivi ma formation après à l'étranger, en Angleterre, pour terminer ma formation. Et en 2000, je suis revenu à la MC2 en 2011 avec Invisible. Voilà, là, j'ai commencé à... C'était ma première, on va dire, grosse machine. Bon, vous êtes connu, en tout cas, des amateurs de théâtre, peut-être un peu moins du grand public. La pièce que vous proposez cette semaine s'appelle Les Héritiers. Et comme son nom le laisse présager, elle s'intéresse sur nos legs et les répercussions que ça peut avoir dans la vie d'une famille. Oui, l'héritage, mais de manière générale, c'est une pièce qui questionne beaucoup. Alors d'abord, le temps qui passe et surtout la mutation de notre société. J'ai essayé de questionner aussi la disparition de ces grandes maisons bourgeoises, de fin 19e, début 20e, mais aussi liées à l'ère industrielle. Ces grandes maisons qui étaient souvent liées à soit une usine de papier qui était à côté, ou j'imagine, vous savez, les familles Schneider ou Michelin, tous ces... Et ces maisons disparaissent et elles laissent derrière elles les traces d'un passé révolu et qui révèle aussi la mutation à la fois d'une société et d'une façon de penser. On la voit là, cette maison bourgeoise reconstituée pour le théâtre, pour l'occasion à la MC2. Tout ce qu'on conserve pour soi peut devenir un fardeau quand on disparaît, on laisse les autres le récupérer. Si on ne le prépare pas, oui. Si on le prépare un peu moins, mais je dirais qu'il y a toujours des choses, il y a toujours des traces qu'on laisse, qu'on a oublié des sujets qu'on a oublié d'aborder parce que des sujets délicats. La mort n'est jamais un sujet facile à aborder. Mais je dirais que je résume cette pièce avec... faut vraiment imaginer 3 cercles pour décrire cette pièce. C'est vraiment le cercle intime qui raconte la déchirure, j'allais dire, d'une famille autour d'une dette. Mais c'est aussi l'histoire d'un frère et d'une sœur qui n'arrivent pas à se séparer. Donc ça, c'est vraiment le cercle intime. Puis il y a le deuxième cercle qui est plutôt le cercle de la grande histoire, c'est-à-dire l'histoire qui nous traverse aujourd'hui, c'est-à-dire l'ère, la désindustrialisation, la désertification des campagnes, le fait de travailler de plus en plus à domicile, tous ces modes, tous ces changements de façon de travailler, de penser qui sont présents. Et le troisième cercle, que j'appelle moi le cercle du plus cosmique, qui est plus les forces invisibles, la mort qui est présente, que je représente par un personnage vraiment concret que tous les personnages ne peuvent pas voir, mais le lien avec la nature, avec les vents, avec les éléments, et c'est toutes ces forces que j'appelle moi des forces invisibles qui conditionnent le comportement de chacun d'entre nous. Vous le disiez, il faut plus de 6 mois pour préparer un spectacle comme celui-là. On commence par l'écriture, j'imagine. Oui. C'est une partie qu'on ne voit pas quand on va comme ça au théâtre. En tout cas, on ne peut pas forcément se rendre compte du boulot que ça peut représenter en amont. Oui, parce que c'est aussi tout un processus qui est long et difficile, parce que il faut savoir ce qu'on raconte et comment on va le raconter.
Donc tout le processus d'écriture est un processus qui, en tout cas sur cette pièce, m'a pris au moins un an et demi. Et ensuite, il faut recruter les acteurs. Après, il faut penser l'espace. Donc ça se fait aussi avec la scénographe. Après, très concrètement, il faut le construire, cet espace. Donc c'est les allers-retours avec les ateliers de décor. Et puis vient ensuite le début des répétitions avec les acteurs. Et là, c'est des empilements, j'allais dire, de travaux réguliers pour ensuite, comme travail de strates qu'on pose au fur et à mesure pour aboutir à ce qu'on voit à l'écran. Au résultat final. Voilà. Bon. Le texte, Les Héritiers, est sorti d'ailleurs il y a quelques jours aux éditions Actes Sud. C'est ça. Il a été édité il y a une semaine, à la première, quoi. Comme tous mes autres textes d'ailleurs. Le thème de la transmission est assez central quand même dans l'ensemble de votre œuvre, Nasser. Oui, la transmission, parce que je pense que je suis aussi un garçon qui... j'ai jamais connu mon histoire, j'ai peu connu l'histoire de mes parents, l'histoire de mon pays d'origine. Mes parents ont quitté l'Algérie dans les années 60, et c'est vrai que j'ai grandi avec des gouffres d'absence. Et cette histoire, il faut aussi se la réinventer. Il faut aussi aller il faut aller la chercher. Donc c'est tout ce que j'ai fait avec mes pièces précédentes. Et je me suis aussi rendu compte que l'histoire de ces grandes maisons, c'est aussi mon histoire, parce que c'est l'histoire des maisons que j'ai traversées quand j'étais aussi ado, avec la maison de mes amis. Et pour moi, je suis heureux d'arriver à ce résultat-là, parce que pour moi, c'est une... je sais pas, pour moi, j'ai l'impression que c'est un tout. C'est à la fois... J'avais peur que vous disiez un aboutissement, que ce soit la dernière de la carrière. Non, c'est jamais un aboutissement. Je pense que vous avez encore de belles années devant vous. Vous parliez de votre premier gros spectacle, Invisible, qui avait été nommé au Molière en 2014, ou encore été nommé pour le suivant, Vertige, en 2017, il y a 2 ans. Oui. Vous êtes aujourd'hui établi, on peut dire, dans le milieu théâtral français. C'est compliqué de se faire une place dans ce milieu ? Comme dans tous les milieux, je crois. Il n'y a rien de facile, il y a rien de... Après, je crois qu'il faut simplement tenir sa ligne et défendre son propos le plus honnêtement possible, et puis proposer le travail qui nous ressemble surtout. Et puis après, il y a des gens qui s'y identifient ou pas. En tout cas, on va pouvoir découvrir votre travail jusqu'à la fin de la semaine. Les Héritiers, c'est jusqu'au 22 novembre à la NC2. Après, ça part en tournée. Ça part en tournée un peu partout. Hein. Vous avez déjà le prochain en tête ou Je viens d'accoucher. Mais vous savez que les réalisateurs de films, souvent, quand ils accouchent du film, ils ont déjà le 2e, voire le 3e. Non, j'ai des idées, mais c'est encore un peu flou, c'est pour ça. Bon, en théâtre, on prend un peu plus son temps, puis on savoure, j'imagine que c'est un moment aussi assez particulier de vivre son spectacle avec le public. Surtout son écriture, parce que c'est la première fois que j'entends aussi mon écriture confrontée au public, et c'est le dernier partenaire qu'on attend. Parce qu'une fois qu'on pas le plus simple souvent à gérer. Il y a des réactions qu'on n'attend pas du tout. Il y a des rires qu'on attend quelque part et en fait ils ne sont pas du tout là, ou inversement. Donc effectivement, c'est toujours émouvant. Bon, nous, on n'a pas de public ce soir, mais on a un dessinateur qui a l'air de... Je peux bosser, là. De ne pas chômer, voilà. Malgré une main, alors pas dans le plâtre, mais abîmée quand même. Hein. C'est dangereux quand même, le métier de dessinateur. Oui, à force de trop... Pas, mais... Vous êtes gaucher ou droitier ? Je suis droitier, je veux dire, et comme ça épate encore plus la galerie. Bon, on va terminer avec vous. C'est un peu une tradition dans cette émission. Depuis que l'éphéméride existe, on essaye chaque année de ne pas la rater. J'ai dans les mains l'édition 2020. Je passe les dessins. Oui, les regarder. Voilà, on les montrera quand même. Parce qu'il a dessiné, il ne peut pas s'empêcher que les 12 de dessiner. Donc même pendant l'émission... L'éphéméride 2020, le principe c'est assez simple, 366 jours cette année, puisque c'est... Oui, c'est au même prix que l'année dernière, alors qu'il y en a beaucoup plus, il y a quand même un dessin en plus. Et une sélection des meilleurs dessins de la saison. Sur plusieurs milliers de dessins, donc je fais le tri de mes cartons et je mets pour qu'il y ait un petit peu de tout. Alors bon, j'arrive pas à mettre carrément tout, parce que c'est 2020, c'est les dessins de 2019, qu'est-ce qui nous reste de l'info un an après. Et là, par exemple, quand l'éphéméride était au tirage, le président Chirac nous a quittés et du coup, il sera dans l'éphéméride 2021. Trop tard, il est arrivé un peu trop tard. Un peu trop tard. Rentrer.
Pour autant, je crois que vous l'avez pas oublié. Hein. Oui, ben, pour me venger, je dirais, j'ai fait une exposition qui sera donc à BD Fugue Café, qui va s'appeler Mon Chirac. Et j'ai réouvert tous mes cartons et j'ai retrouvé des dessins de 86. Les premiers dessins que j'avais faits sur Chirac. Et c'est vrai que j'ai ressorti tous les petits dessins et je vais pouvoir en faire une expo pour voir tout ce que j'ai fait sur lui. Bon, en attendant de voir Mon Chirac, on va pouvoir voir pas mal d'autres hommes politiques parce que c'est aussi un domaine d'inspiration assez important. Hein. Oui, la politique quand même, c'est le plat de résistance des dessinateurs de presse, on va dire. Voilà. Après, bon, on picore un petit peu de partout, on s'intéresse à tout, mais la politique, c'est quand même bien. En plus, c'est les puissants, donc il faut aussi qu'on joue notre rôle de bouffon, et donc à partir de là, c'est eux qu'on chatouille. C'est beaucoup plus amusant d'aller chercher là-dedans. Bon, vous jouez bien votre rôle de bouffon. On voit quelques-uns de vos dessins. Il n'y a pas l'intégralité parce que. Oui. Oui, c'est pour ceux qui veulent acheter, qui veulent pas avoir l'éphéméride, coupez votre télé tout de suite. C'est vrai. Là, je suis en train de la dévoiler. J'en ai mis que 10 sur 300. Ah bon, ça va alors. Bon, c'est bon. Donc ça va, mais si je suis un peu en train de spolier. Mais c'est aussi pour donner envie. Non, mais il y a des gens qui regardent tout, mais il y a des gens qui ne veulent absolument pas regarder, qui veulent découvrir jour après jour le dessin suivant. Ouais. Ils le consomment, on va dire, presque religieusement. Voilà, il y a des gens qui partent en vacances avec les feuilles de juillet-août aussi. Enfin, il y a chacun a sa façon de la déguster. Bon, vous l'avez dit, c'est 15 € pour 366 dessins, puisqu'il y a une année, un 29 février en 2020. Donc, ça remet le dessin à rien du tout. Quoi. 4 centimes le dessin. Ouais. Alors, vous n'êtes pas cher payé. C'est cadeau. Ça, là, j'en ai fait. Cadeau. Vous en avez 20 centimes. 20 centimes, voilà, 20 centimes pour ce soir. Tu dessines vite. Hein. Oui. Mais c'est un professionnel. Hein. Voilà. Ouais. C'est vrai qu'on l'a pas vu dessiner. Là, il y en a 5. Talentueux. Je vais quand même montrer à nos téléspectateurs qu'on partage. Pour la Panthère des Neiges, quand même. Chapeau. La Panthère des Neiges, ouais, voilà. Alors, celui-là, on m'a dit, la carotte pour les chasseurs alpins, c'est la galette. On a celui-là avec donc Nasser et le général, si j'ai bien reconnu. On fait tous les deux du théâtre. Moi à la MC2, vous au théâtre des opérations. Voilà. C'est vrai. En plus, il suit ce qu'on raconte. Hein. Ah, oui. Celui-là. Ouais, c'est Monsieur Nasser. Ouais, vous allez rire, c'est un problème de transmission. La transmission, c'est très important. C'est vrai. Bon, là, j'ai reconnu François Hollande. Voilà, oui, je n'avais pas préparé mon héritage et voilà le travail. Voilà, bon, c'est sûr que si on ne prépare pas ses arrières, voilà ce qui nous arrive. On a hérité de Macron. Voilà, et puis celui-ci, c'est le prix du soldat de montagne. Voilà, ça fera plaisir à tous les défenseurs de la nature. Donnez ça, Sylvain Tesson. Bon, voilà, sans filer. Et ils seront dans l'éphéméride 2021. Voilà, un bon teasing. Voilà. En tout cas, il a du talent, Clé de 12, parce que c'est pas évident, en quelques minutes comme ça, de sentir ce qui peut faire un bon dessin de presse. Voilà, et s'il y en a qui veulent voir des petits dessins en direct, donc je serai ce samedi... Samedi 23, ouais. Samedi 23, donc chez Artaud, à la librairie Artaud, et puis le 7 décembre, je serai à BD Fugue Café, où là, je gratterai, je ferai les dédicaces et... je dessinerai pour m'occuper. Il dessinera sur l'autre face de l'éphéméride, parce qu'en fait, il y a toute une partie blanche. Voilà, pour les gens, je leur ferai 360. Voilà, il fera 360. 7 décembre à BD Fugue et ce samedi jusqu'à 5h du matin. Il faudra avoir les deux mains valides, je pense. Je vais faire la kiné. Dernier petit clin d'œil, le 31 août 2019. Qu'est-ce qui s'est passé le 31 août 2019 31 août 2019. Allez, je vous donne un indice. Regardez. Je regarde les... Ah oui, tout à fait. P-O-U-R-B. Oui. Et c'était Poursuite, je crois, ou quelque chose comme ça. Ouais, c'était Poursuite. C'était Poursuite, le mot. Mais en fait, c'était Jacques. Avec ma sœur, on s'est... Un grand amateur de jeux télé. Et je dis le 31 août 2019, c'était la dernière du jeu Motus. Après 29 ans d'existence sur la télévision, vous êtes un grand fan des Voilà, des et jeux. j'avais dessiné pendant toute l'émission. Donc ils sont partis avec une bonne quarantaine de dessins. Donc ils étaient tout contents, voilà. J'avais dessiné toute l'équipe. Maintenant que ça n'existe plus. Maintenant, non, je vais continuer avec mes crayons à jouer tout seul pendant les débats.
écouter les gens et à continuer à croquer. Bon, on vous retrouvera avec plaisir sur l'antenne de Télé Grenoble les 15 et 22 mars pour les municipales. Voilà, ouais, je vais peut-être jouer pour Pour voilà, deux soirées la préfecture. spéciales. Ouais, je pense. Ok. Merci en tout cas, messieurs. On a été un petit peu long, Merci. donc on se retrouve dès demain pour d'autres aventures. L'entrepôt du bricolage.